in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle et première émission de l'année 2023. Donc tout de suite, meilleurs vœux à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Je suis très content d'ouvrir le bal en plus avec un événement important qui est tout simplement un festival de cinéma qui a pour nom La Grande Révolte et avec sous-titres des films et des luttes. Ça, on va en parler dans quelques secondes. Ce festival aura lieu du 12 au 15 janvier 2023, ça sera au cinéma Le Saint-André-des-Arts dans le 6e arrondissement. Et l'initiatrice, la personne qui y a pensé en tout cas, il y a La Grande Distribution, qui est une société de distribution, et c'est Mélanie Simon-Franzin qui est là pour nous en parler. Merci à toi, déjà bonne année à toi, meilleurs vœux. Oui. Et je crois que c'est magnifique de commencer cette année avec ce festival-là, je crois. Je suis bien contente d'être là, d'autant plus que Microciné est partenaire du festival, donc ça va bien commencer l'année. Voilà, donc je suis bien contente d'être là aussi. Bon, il y a avant qu'on commence à parler dans ce festival où, bien évidemment, toutes ça et tous ceux qui voudront, toutes les informations se trouvent dans le descriptif de cette vidéo. J'aurais voulu simplement, je connais un peu ton parcours, mais j'aurais voulu qu'on en parle aussi parce qu'il y a beaucoup de connexions avec ce festival. Je rappelle le titre du festival, La Grande Révolte. Et donc, question très très simple, mais d'où viens-tu? D'où je viens? Cinématographiquement parlant, bien évidemment. D'où je viens. La Grande Distribution, qui est fondatrice effectivement du festival qu'on fait avec Mediapart, mais on en parlera tout à l'heure. La Grande Distribution, c'est une société que j'ai créée tout récemment. Je l'ai créée en 2019. C'est une société qui accompagne les distributeurs dans leur sortie de films. En fait, ma société s'appelle La Grande Distribution, mais je ne distribue pas directement les films. Je les accompagne. Je l'ai appelé La Grande Distribution un peu ironiquement, évidemment, qu'on ne me confonde pas avec Auchan ou Carrefour. Ce n'est pas ça du tout. Mais l'idée, c'était vraiment j'avais fait un constat. Moi, je travaillais avant directement dans une société de distribution qui s'appelait et s'appelle toujours Juste Doc, qui est spécialisée dans la distribution de documentaires. Et dans cette société très artisanale, en fait, je faisais de la programmation, mais je faisais aussi de la presse. Et puis, j'aidais à l'accompagnement associatif et institutionnel des films, c'est-à-dire organiser des séances débat thématiques, comme tu le dis, sur les films pendant toute leur carrière. Et en distribuant particulièrement du documentaire, on se rendait compte que le documentaire, il fonctionne sur la durée. Contrairement au film de fiction qui, quand il sort, va faire tous ses chiffres ou va devoir faire tous ses chiffres, comme on dit, toutes ses entrées en première semaine d'exploitation, le documentaire parfois fera ses meilleurs chiffres 2 mois, 3 mois, 5 mois après, en fait, parce que il a la magie du débat. On peut faire plein de débats sur des documentaires, aussi sur des fictions. On va le voir après, c'est ce qu'on fait notamment sur La Grande Révolte. Mais voilà, et je me suis dit, tiens, j'ai envie de monter une société qui ne fait que ça. Parce que initialement, c'est les distributeurs qui s'emparent de ça, c'est-à-dire trouver des intervenantes et des intervenants sur les séances. Mais c'est un métier en soi. Les distributeurs n'ont pas le temps de le faire, en fait, tout simplement parce que y a de la programmation. En général, c'est les programmateurs qui le font ou les personnes au marketing. Mais voilà, il faut plus de temps que ça. Donc, j'ai monté cette société pour ça. Et donc, on a travaillé et on travaille avec plusieurs distributeurs qui nous sollicitent pour les films les plus connus, Un pays qui se tient sage de David Dufresne, qu'on voit là juste derrière. Là. Un pays qui se tient sage, voilà, jour de fête, m'a sollicité en me disant, voilà, ce serait bien qu'on crée des séances débat. Et donc, c'est des séances débat qu'on fait partout en France, dans les cinémas, avec des actrices et acteurs locaux des luttes, ou en tout cas des thématiques qui correspondent à chaque film. Sur le film de David Dufresne, c'est sur les violences policières. Donc, on faisait des débats avec des comités justice et vérité locaux. On faisait des débats avec des avocates et des avocats du syndicat des avocats de France. Ils ont des antennes un peu partout en France, avec la Ligue des droits de l'homme, avec Amnesty International. Mon travail, c'était vraiment de solliciter ces gens-là en local. Et donc, on l'a fait sur aussi le film Média Crash de Valentino Berti et Luc Hermann qui sera programmé au festival. Plus récemment sur La Très Grande Évasion de Yannick Kergoat que tu avais
reçu ici. Pareil, donc voilà, on fait ça, voilà, à la fois sur du doc, comme je disais, mais aussi sur la fiction. On l'a fait aussi sur le film Slalom de Charlène Favier, avec Jérémy Régnier et Noé Habitat. On l'a fait sur le film Rien à foutre de Julie Lecoustre et Emmanuel Mar avec Adèle Exarchopoulos. Et on le fera là, petit spoil, au mois de mars, avec le Pacte sur un film, le prochain film de Jean-Paul Salomé qui s'appelle La Syndicaliste, avec Isabelle Huppert. Voilà. Je ne sais pas si ça résume bien. Ça répond pleinement à tout ça, mais ça pose aussi pas mal de questions, en fait. J'ai cette impression, peut-être avec le documentaire, mais peut-être que tu me contrediras, en tout cas, on est là pour le savoir, qu'il faut absolument enfin, on est arrivé au fait que peut-être que ça ne suffit pas forcément un film. Il faut aussi qu'il y ait des paroles juste après. Il faut qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait un échange. Est-ce que c'est quelque chose qui enfin, est-ce que c'est dans l'air du temps, dans le sens, est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de ça, alors qu'avant on n'en avait peut-être pas forcément besoin, encore qu'il y a quand même les ciné-clubs, ça date depuis un certain temps. Mais je veux dire qu'il faut qu'il y ait une espèce d'after après la projection. Il faut qu'il y ait de la parole, il faut que ça continue. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est là depuis quelques années, depuis peu, et c'est une urgence pour comprendre le film? C'est quelque chose qui existe effectivement depuis pas mal d'années. Par exemple, j'ai un camarade dans le métier qui s'appelle Philippe Aguet, qui lui fait ça en freelance depuis des décennies. Enfin, ça a été même un des premiers à travailler sur ces séances débat. Même dans les années 80, il en faisait. Après, c'était effectivement plus les séances avec les équipes de film. Il n'y avait pas encore autant de présence associative ou syndicaliste dans les cinémas. Je pense que ce qui a été un peu l'impulsion de vraiment développer encore plus cette histoire de débat, c'était Merci Patron, par exemple. Merci Patron, ça a été une espèce de... déjà, les cinémas programmaient, ils le faisaient déjà, mais programmaient beaucoup plus de films dits à combat politique, parce que en plus, ça a été un succès dingue, Merci Patron, donc ça a encouragé encore plus à faire des séances comme ça. Ce qui a changé, je dirais, c'est ces 10 dernières années sur le débat, c'est que c'est sa nécessité, effectivement, comme tu le dis. C'est-à-dire, évidemment que ça a toujours été bien de créer de la discussion, ça ramenait un peu plus de monde, mais là, il y a une nécessité de se démarquer. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de films, et il y a de moins en moins de cinéma, mais de plus en plus de films. Quelle est notre place là-dedans? Comment se démarquer des autres films, entre guillemets? Comment faire venir aussi un public qui ne va plus au cinéma? Qui va moins ou qui n'y va jamais de toute façon. Et c'est vrai que quand on fait du débat, par exemple, tu fais une séance d'un film, peu importe le film, mais tu le fais en présence de Edoui Plenel, eh bien tu vas ramener deux publics que tu ramènes pas d'habitude, un public qui est fan d'Edoui Plenel et de Mediapart, ça c'est clair, et un autre public qui n'est pas le public du quartier. C'est-à-dire, par exemple, je prends des grandes villes comme Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux, où il y a plusieurs cinémas, plusieurs quartiers, et donc plusieurs types de publics. Eh bien là, les gens vont se déplacer un peu plus loin parce que sur cette séance, il y a Edoui Plenel. Donc ça, c'est hyper important. Ça fait que le film, mais à très juste titre, devient presque accessoire du débat. Les gens vont voir un débat et auront la chance de découvrir aussi un film, mais ils y vont d'abord pour le débat. Ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus dans les grandes villes, et dans les plus petites villes, et là, c'est pour ça que le documentaire d'ailleurs marche mieux dans les plus petites villes que dans les grandes, c'est l'événement de la ville, en fait. Parce que quand on fait des événements à Paris, quand on fait des événements à Lyon, Strasbourg, etc., il y en a combien autour? Il y en a des centaines, quoi, j'exagère à peine. Que quand on le fait dans une toute petite ville, c'est vraiment l'événement du soir, il n'y en a pas d'autres, et c'est pour ça aussi que le documentaire marche mieux, parce qu'il est événementialisé beaucoup plus. Voilà, donc je pense que la différence, c'est que ça existait déjà avant, mais là, aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour qu'il y ait plus de monde dans les salles, quoi. On le voit sur les chiffres, en fait. Ça, c'est clair. Est-ce que toi, par rapport et ensuite, on va parler bien évidemment du festival, mais dernière question, par rapport à la situation que nous vivons tous et toutes actuellement
le rapport au cinéma, les fréquentations de salles, certains types de films qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plébiscités, d'autres qui sont carrément oubliés alors qu'ils existent. On n'a qu'à voir les différents top 10 de confrères et consoeurs où on dit il y a toujours un cinéma qui prime, alors qu'il y a plein, plein, plein de films qui existent. Toi, ta position dans tout ça, j'imagine qu'il n'y a pas un jour où tu y penses et en même temps tu dois te dire bon bah j'y pense 2 secondes parce que si j'y pense 10 heures, je vais pas y arriver. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois encore là, que tu aies créé même ce festival, parce que c'est pas évident de créer un festival de cinéma. Enfin, voilà, qui ait aussi cette parole, parce qu'il faut se battre, et puis aussi d'expliquer qu'avant tout, c'est du cinéma, donc c'est-à-dire qu'il y a un langage cinématographique. Enfin, comment fait-on c'est un peu une question très un peu émotive peut-être, mais c'est pas grave. Ça m'intéresse de savoir, oui, comment on fait pour survivre par rapport à tout ça, parce que c'est pas si évident que ça. Bah, déjà, merci de rappeler que c'est pas évident parce que c'est pas évident, ça c'est clair. Il y a des jours où c'est très, très difficile parce qu'on a beau créer des choses, bah, parfois, voilà, parfois on a des salles pleines, parfois on fait des débats, il y a 10 personnes. Mais déjà, je me raccroche au fait que ces 10 personnes-là sont venues, en fait. Parce que souvent, il y a ce truc-là aussi de se dire, ah, punaise, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a des gens. Donc, ces gens-là, ils sont quand même venus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, ce que j'aime dans le fait de créer de l'événementiel autour du cinéma, c'est que ça fait du cinéma tant en tant que genre qu'en tant que lieu un forum citoyen. Tu vois, Costa Gavras, il disait, je pense pas que les films puissent changer les mentalités et puissent changer la politique, mais je pense qu'ils sont vecteurs de discussion politique. Et ben, c'est précisément ce que nous, on tente de faire, c'est de créer de la discussion dans les salles. Tu vois, j'ai accompagné pas mal de films sur les violences sexistes et sexuelles. Quand on fait du débat en salle, les femmes se sentent assez libres de parler de leur vie personnelle dans la salle de cinéma. Elles se sentent en sécurité, en fait, dans cet endroit. Donc, il y a cette chose-là qui, moi, me pousse à continuer, c'est que je vois qu'il y a vraiment un intérêt public de l'existence du cinéma en tant que genre et en tant que lieu. Après, c'est vrai que moi, je suis comme toi quand je vois ne serait-ce que voilà, les top 10, les top 20, les choses comme ça, et plus généralement des gens qui vont dire ouais, mais le cinéma, ça coûte trop cher, ouais, mais le cinéma, il n'y a rien de bien, etc. Ça m'énerve parce que je me dis non, le cinéma coûte pas trop cher. Il y a des cinémas très chers, mais il y a aussi des cinémas associatifs qui font en sorte de créer des réductions, qui font même des billets, ce qu'on appelle les tickets suspendus. Tu peux acheter, aider à l'achat d'un ticket pour une personne dans le besoin. Il y a des réductions. Je suis sûre que si on va voir son cinéma de quartier et qu'on dit qu'on n'a plus de fric dans la caisse, il nous aide à venir au cinéma. Donc, je pense que c'est un peu se trouver des raisons pour ne pas y aller. Et la magie aussi, c'est de trouver des salles pleines quand même sur certaines belles séances qu'on peut faire. Là, récemment, sur La Très Grande Évasion, on a eu vraiment des super séances. On a bien ri. C'est rencontrer des équipes de films aussi qui sont super chouettes. Et c'est le fait que, moi, la particularité de ma structure, c'est que même si je travaille dans le cinéma, je suis rarement dans le monde du cinéma, dans le sens où je rapproche la société civile du cinéma. Donc, je vais être en contact avec des associations, avec des institutions qui sont pas du tout, qui font pas de films, qui produisent pas de films, mais qui vont venir discuter sur les films. Et c'est vrai que c'est super et les réalisatrices et les réalisateurs en général sont plutôt ravis de se dire que leur film va servir aussi d'outil de lutte pour certaines structures. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Et ce sont des films de cinéma. Ça réconcilie aussi un public qui n'est pas cinéphile avec le format cinématographique, quoi. Donc il y a encore de l'espoir. C'est dur, ça c'est clair. C'est pas simple pour les distributeurs. C'est vraiment pas simple pour les producteurs, les équipes de films, pour les cinémas à réessayer, parce que la charge de travail est quand même assez lourde, mais il y a un résultat qui est encore là et donc on s'accroche un peu à ça, quoi. J'imagine. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, tu t'es lancé dans cette entreprise assez folle, mais qui en même temps est complètement, je veux dire, il y a une continuité logique avec ce que tu fais, même ce que tu faisais, c'est-à-dire créer des décors, des lieux pour qu'il y ait une parole. Comment ce festival, donc la Grande Révolte, je rappelle, du 12 au 15 janvier, c'est au Saint-André-des-Arts, dans le 6e arrondissement. Comment ce festival est né?
Alors, il est né d'une envie déjà très personnelle de créer un événement. En fait, avant, moi, je faisais partie d'une revue bénévole qui s'appelle Ballast, qui est une revue que vous pouvez trouver en ligne. Et on avait organisé, il y a quelques années maintenant, une sorte de mini-festival sur 2 jours qui s'appelait Histoire des luttes au cinéma. C'était au studio d'Aubervilliers. Et on avait, voilà, c'était un petit festival avec quelques films de lutte. Il y en avait qui étaient récents, d'autres un peu plus anciens. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. J'avais envie de le refaire. Après, il y a le fait de se focaliser sur un lieu. C'est-à-dire, moi, dans mon travail, je fais des séances débat, mais un peu partout, de manière éparse, etc. Là, j'avais envie de rester un petit peu plus de temps sur un lieu. J'aurais voulu le faire aussi, le faire itinérant, c'est-à-dire ne pas le faire qu'à Paris, parce que ma société, elle fait justement plein de choses en dehors de Paris. Là, on fait un truc très parisiano-centré. Je précise que c'est une sorte de version bêta-test où on n'a vraiment pas d'argent, enfin, on a très très peu de sous, et donc du coup c'est vrai que c'est plus simple, mais que l'idée c'est de faire l'année prochaine, de le faire ailleurs, dans un autre cinéma en dehors de Paris. Et donc la volonté, voilà, de faire ça sur plusieurs jours dans un même endroit, de programmer des films qui sont pas que des films que j'ai, sur lesquels j'ai travaillé. Ça, c'était important pour moi aussi de faire cette programmation-là un peu plus diversifiée. De retrouver les copains. J'avais envie de faire un truc avec des copains, donc Mediapart. Voilà, on a noué des liens super forts avec Mediapart depuis qu'on a travaillé sur Media Crash. On a fait des tournées super avec les journalistes et je me suis dit, bon, c'est quand même l'occasion de retravailler ensemble. Avec David Dufresne, évidemment, retrouver Philippe Poutou, retrouver Yannick Cargoat, Guillaume Meurice, Monique Pinson-Charlot. Enfin voilà, Mathilde Larère, c'est que des copains. Donc j'avais envie qu'on se retrouve tous ensemble dans une espèce de bande un peu joyeuse là-dessus, parce que enfin je sens qu'il y a une nécessité de se retrouver, que cette nécessité de se retrouver, elle était déjà présente au lendemain de la crise sanitaire, mais elle l'est encore plus quand on voit que tout se passe sur les réseaux sociaux, que tout se passe sur du numérique, et qu'on se retrouve plus vraiment autour de questions politiques dans la vraie vie, quoi. Donc j'avais envie de faire ça et de le faire, voilà, de le faire avec Mediapart, ouais. Comment tu as pensé la programmation? Comment je l'ai pensé? Sur plusieurs volets. Sur un premier volet qui émane purement de désir de programmation, donc c'est-à-dire en me disant je veux des films qui aient rapport avec des luttes. Alors en fait, le titre La Grande Révolte est un titre aussi vaste que Filmer le travail à Poitiers. C'est-à-dire que le festival Filmer le travail, quand on voit Filmer le travail, je me souviens quand j'en parlais avec Maïté qui programme le festival, je lui disais mais punaise, mais t'as plein de trucs à mettre dans cette case. Et elle me disait qu'effectivement, c'était toujours un casse-tête parce que tout peut rentrer dans le travail, quoi. Et bien sur La Grande Révolte, c'est un peu pareil. Tu te rends compte que tout peut être révolte, en fait, surtout dans le cinéma. Mais je voulais à la fois des films qui montrent très clairement une révolte. Typiquement, Hacking Justice, les lanceurs d'alerte, c'est une révolte. Ça, c'est clair. Annie Colère, l'avortement, c'est de la révolte, très concrètement. Mais je voulais aussi des films dont la discussion peut amener à la révolte. Je pense par exemple à La Nuit du 12 de Dominique Moll. Pour moi, il n'y a pas de mouvement de révolte à l'intérieur du film, mais il y a un sujet qui sont les violences sexistes et sexuelles qui peut créer de la révolte dans la discussion. On voulait prendre, alors j'ai beaucoup été aidée, Valentine Auberti, donc qui est marraine et qui est journaliste à Mediapart, elle m'a beaucoup aidée à façonner la programmation. Parce que c'est vrai que moi, je suis un peu documentaire-centrée. J'ai tendance à mettre beaucoup de documentaires partout et à oublier un peu la fiction. Et c'est elle qui, à un moment donné, m'a dit « Ah, mais attends, il y a le film La fille de Brest, tu te souviens, c'était sur Mediator et tout ça. » Et je ne l'avais pas vu, en fait, ce film. Donc, je l'ai vu et je me suis dit « Ah oui, punaise, c'est vrai, il faut mettre ça. » Et donc, en plus, on aura Irène Frachon, la dame à l'origine du scandale Mediator qui sera là. Donc, on l'a construit un peu comme ça. Ça, c'est le volet volonté de programmation. Le deuxième volet, et c'est important d'en parler aussi, c'est le volet sacrificiel. C'est-à-dire, on ne peut pas, dans un festival, avoir tous les films qu'on veut. Ça ne marche pas comme ça. J'aurais bien voulu qu'on ait des films comme Erin Brockovich. Pour moi, c'est une très belle révolte. J'aurais bien voulu qu'on ait... voilà, il y a plein de films que j'aurais voulu avoir, mais il y a des questions de droit.
qui fait qu'on peut pas avoir ce qu'on veut. Mais bon, ça, c'est un sujet un peu technique, mais voilà, on peut pas mettre tout. Il faut le rappeler parce que parfois, certaines personnes qui ne travaillent pas dans le milieu cinématographique pensent ne comprennent pas parfois certaines choses. Donc, il y a des droits. Il faut payer des droits. Exactement. Sinon, on ne peut pas avoir les copies. Exactement. En fait, c'est nécessaire de l'expliquer parce que personne n'explique jamais et du coup, les gens comprennent pas. Typiquement, c'est pareil sur les films. J'entends souvent quand on envoie les listes de programmation de films en disant ce film sera programmé dans telle ville cette semaine, il y a toujours des gens, et c'est légitime, pour dire ah ouais, pourquoi vous ne le programmez pas à Clermont-Ferrand? Est-ce que la salle le censure? Est-ce que machin? Là, il faut expliquer. Non, 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 attends, il sera programmé, mais plus tard. C'est ce qu'on appelle une salle de continuation. Il ne va pas le sortir tout de suite. Ou alors, ah oui, mais il n'y a plus de place pour le moment, donc on ne peut pas le sortir. Tout n'est pas qu'une question de sabotage politique ou de censure, c'est aussi une question technique pure, simple. Je ne dis pas, il y a aussi de la censure, mais au regard des enjeux techniques, la censure est moindre. Et donc voilà, donc du coup, il a fallu aussi sacrifier certains films. Je voulais par ailleurs en mettre beaucoup plus, jusqu'à ce que je me rende compte que certains films étaient quand même assez longs et que derrière, on avait une discussion. Là, ça m'a fait me dire, oh punaise, qu'est-ce que ça doit être dur de diriger une salle de cinéma en fait, pour caser le truc, le machin. Enfin bon, c'est un bordel pas possible. Et voilà, et puis aussi le fait d'avoir une programmation qui soit raccord avec les sujets de Mediapart, c'était hyper important parce que chaque séance, presque chaque séance, a une partie Mediapart. C'est-à-dire, soit il y a un modérateur, une modératrice qui est journaliste de Mediapart et qui est spécialisée sur le sujet évoqué dans le film. Il y a Media Crash, évidemment, il y a des films d'enquête. Donc voilà, ça, c'était important aussi d'être raccord, de faire une vraie collaboration et pas juste que Mediapart soit partenaire, comme on le fait d'habitude d'ailleurs sur les films, quoi. D'ailleurs, moi, je rappelle parce que, comme tu l'as dit très, très justement dès le début de l'émission, effectivement, la chaîne Microciné est partenaire de ce festival. Et d'ailleurs, je t'en remercie vivement. Et le 15 janvier, le dimanche 15 janvier à 11h, il y aura la projection d'un documentaire de Louis Malle qui n'est pas très connu, qui s'appelle Humain, trop humain. Et j'aurai le loisir et la chance de discuter de ce film avec Philippe Poutou. Donc, ça va être intéressant. Et voilà. Mais la programmation est dans le descriptif. Donc, allez-y. Alors, je remarque aussi que dans la programmation, il y a des moments aussi, par exemple, le 14 janvier à 10h20, il y a la projection d'un film qui s'appelle Pampoko, on le connaît, d'Isao Takahata, et c'est suivi d'un atelier, je lis, fabrique ta banderole écolo, avec le podcast pour enfants, et ça c'est à 10h20 le 14 janvier. Le dimanche 15 janvier, ça se termine par une espèce de karaoké de clôture. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des films, il y a des discussions, mais il y a aussi des choses très interactives, très ludiques. Et est-ce que cet aspect-là, qui ne fait pas tout le festival, mais qui est quand même là, est-ce que c'était quelque chose pour toi qui était évident dès le début? Alors non, c'était pas évident. Là, c'est aussi un peu le travail du Cinéma le Saint-André-des-Arts, dont la directrice est Anastasia. C'est elle qui a l'habitude aussi de créer des séances un peu plus ludiques, etc., qui m'avait dit on pourrait faire un karaoké. Balancer ça comme ça, un peu pour rigoler et tout. Et je me suis dit voilà, très bonne idée, on va faire un karaoké de clôture. Ça va nous permettre de rechanter les grands classiques de la révolte, les Bella Ciao et tout ça, donc ça va être chouette. Et après, pareil, sur la séance jeune public, moi, je ne travaille pas du tout le jeune public. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Je n'ai jamais fait ça. Et j'en discutais avec le programmateur de Wild Bunch, comme ça, à une soirée. Et je lui dis, punaise, ça serait bien d'avoir un truc sur une révolte, mais pour les jeunes, pour les plus jeunes. Et c'est lui qui m'a dit, mais attends, il y a ce film-là. J'avais pas pensé, effectivement, j'avais pas pensé au studio Ghibli, qui sont quand même, et particulièrement ce réalisateur, qui est quand même connu pour avoir des films assez engagés, et particulièrement celui-là, d'ailleurs, particulièrement militant et révolté. Et je me suis dit, OK, on va faire un atelier jeune public. Et donc, j'ai sollicité Carline, qui fait des ateliers, qui fait des podcasts, un podcast qui s'appelle Et voilà, qui est un podcast qui laisse la parole aux enfants et qui va venir faire un atelier, effectivement, pour les enfants samedi matin à 10h, 10h30. Et donc oui, d'avoir cet aspect un peu ludique, c'était important. Sur la soirée d'ouverture, on va aussi, avec Annie Colère, on va proposer
un petit verre de l'amitié. Et on a un partenariat, et ça, c'était très important pour moi, avec la librairie Majo, qui est une nouvelle librairie dans le 5e arrondissement, une librairie indépendante qui va proposer sur certaines séances des ouvrages pour poursuivre encore plus loin la thématique de chaque film. Et il y a eu plein d'heureux hasards d'ailleurs là-dessus, parce que déjà il y a Isabelle Anne qui est journaliste, qui sera là pour la soirée d'ouverture sur Annie Colère, qui va dédicacer en avant-première, puisque le livre sort fin janvier. Elle va dédicacer un ouvrage qui s'appelle Le Choix, parce qu'elle elle est aux États-Unis et elle a fait un bouquin sur l'avortement sous Trump. Et donc, c'est édité par la Goutte d'Or. Ils seront là avec les bouquins. Donc, ça aussi, ça permet de poursuivre un peu. Et puis après, il s'avère que Irène Frachon sort une BD sur l'affaire Mediator début janvier. Donc, pareil, on sera là avec cette BD. Que Cédric Héroux sort aussi un nouveau bouquin début janvier. Pareil, il sera là pour le dédicacer. Et après, voilà, on aura... en fait, on se rend compte que nos marraines, nos parrains, nos intervenantes, nos intervenants sont aussi autrices et auteurs, et que c'est une manière aussi on valorise le lieu cinéma, mais on valorise aussi tout ce qu'il y a d'indépendant dans la culture, à savoir typiquement la littérature, c'est aussi a aussi besoin d'aide, quoi. Donc ça nous permet de poursuivre pour le spectateur et de valoriser ces commerces-là, quoi. Pardonne-moi cette question un peu, cuisine interne, mais ça peut aussi donner comme ça un état des lieux du rapport entre ton ministère notre ministère du tutelle, qui est le ministère de la Culture, et ce que nous faisons, et ce que tu fais. Est-ce que ce festival est bien soutenu? On va dire ça comme ça. Est-ce qu'il est bien soutenu? Tu veux dire financièrement, par exemple? Exactement, exactement. Pas du tout. Eh ben voilà. Pas du tout. Il y a aucune institution. Après, je vais pas te le cacher. C'est aussi que j'ai pas eu le temps de créer des demandes. On est très peu nombreux à travailler sur ce festival, donc c'est vrai que ça demande un gros boulot, que moi j'ai pas rempli de dossier de subvention. Après, je sais qu'il y a quand même beaucoup de dossiers qui sont ouverts pour les festivals qui veulent innover. Il y a beaucoup de trucs sur l'innovation. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir fait des éditions avant. Donc, ce qui n'est pas mon cas. Maintenant, Mediapart m'aide un peu financièrement. Mais moi, je récupère rien. Sur une billetterie, je récupère rien. Et c'est vrai que bon, il y a beaucoup. En plus, à Paris, il y a beaucoup d'événements, donc il n'y a pas vraiment de place pour ça. Mais là-dessus, j'avoue ne pas avoir fait de demande en fait de subvention, et de l'avoir fait un peu financièrement à l'arrache. C'est-à-dire qu'en séance d'ouverture, vous aurez la joie d'avoir un bon vin de Cuby d'Ardèche qui est des cacahuètes et des chips. Et voilà. Mais je pense qu'il faut aussi, à un moment donné, faire des festivals qui nous ressemblent et qui ressemblent à notre trésorerie, quoi. En fait, je vois souvent, tu vois, et c'est très bien, des gens qui organisent pour des avant-premières, des grands trucs avec des traiteurs, des machins, alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens de le faire. Hein. Il y a des distributeurs qui dépensent énormément alors qu'ils ne sont pas riches sur des choses comme ça. Moi, j'ai envie de leur dire, mais montrez aux gens qui vous êtes vraiment, et ils ne vont pas vous en vouloir, en fait, hein, d'ailleurs. C'est hyper important. Donc, voilà, nous, on va faire avec ce qu'on a. Pas beaucoup, mais je pense que ça suffira, en fait. Est-ce que les dialogues qui accompagnent toutes les projections, est-ce qu'ils seront filmés? Alors non, enfin on n'a pas prévu. Je pense que il y aura des photos, par contre. Noman Kadoré, qui est photographe militant, va venir prendre quelques photos et quelques portraits de nos invités. Après, pour filmer, on voulait au début faire un truc en direct, mais alors on ne capte pas dans le cinéma, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, c'est compliqué de filmer. Donc, je pense qu'on va faire un truc un peu à l'arrache où chacun filmera ce qu'il veut avec son téléphone, partagera avec des réseaux sociaux. Tu vois, on va se limiter à ça, je pense. Alors, attends, mais tu dis ça, mais c'est très drôle parce qu'il faut savoir que
par rapport à tout ce qui est partage sur les réseaux sociaux, je trouve que tu es une très, très bonne communicante. Il y a de c'est partout, partout. Par exemple, je crois que c'était hier ou il y a 2 jours, je ne sais plus, quelqu'un demandait: «Est-ce que la carte UGC, je crois, est accessible?» Tu as répondu: «Oui, oui, c'est bon, c'est beau». C'est génial, je trouve. Oui, oui, Donc c'est vrai que voilà, j'y suis peut-être un peu trop justement à répondre vite, aux gens, mais c'est vrai que ouais et puis c'est important, c'est important. on a publié la vidéo lundi de notre cher parrain Guillaume Meurice et alors là, ça a Mmh. commencé à décoller et là je me suis dit: «OK, là on est dans le dur, ça va commencer à» voilà et c'est vrai que, ouais, ouais, j'ai tendance à répondre à tout le monde parce que j'ai envie de perdre personne, en fait et donc quand quelqu'un demande: «Est-ce que la carte UGC est acceptée?» tout de suite je réponds parce que je me dis: «Si je ne réponds pas ou si personne ne répond, je perds cette personne» et c'est Ouais. précieux, quoi. Voilà. Non, mais tu as raison. Donc, toutes les informations sont dans le descriptif de cette vidéo. Je rappelle la grande révolte, des films et des luttes. C'est du 12 au 15 janvier. Et le 12, ça commence à passer en début de soirée en tout cas. Et jusqu'au 15 janvier. Et c'est au cinéma Le Saint-André-des-Arts, dans le 6e arrondissement. Pardon. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec toi et pour parler de la grande distribution, mais aussi de ce festival. Et maintenant, il manque plus. Enfin, il faut y aller. Hein. Il faut y aller. Bah, Voilà, c'est c'est ça. tout. Bah, merci à toi et merci pour ce beau, partenariat. On est ravis de le faire. Pareil. À très vite, À très générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.